Ja, meine Damen und Herren, man kann ja schon guten Morgen sagen. Ich möchte Ihnen oder wir möchten Ihnen beide berichten von den Gesprächen, die wir heute Abend geführt haben, sowohl zum Thema Ukraine als auch zum Thema Syrien. Wir hatten den letzten Gipfel auf der politischen Ebene der Staats- und Regierungschefs im Normandie-Format vor einem Jahr in Paris und es war, so bin ich überzeugt, richtig, den direkten Gesprächskanal auf dieser Ebene ein Jahr später wieder zu eröffnen, obwohl es zwischenzeitlich viele Treffen der Außenminister, der Berater gegeben hat, von Rechtsexperten und von vielen anderen. Und das, was wir an Fortschritt erreicht haben gegenüber dem in Paris vereinbarten, sicherlich sehr begrenzt ist. Auch der heutige Tag, das habe ich gestern schon vorausgesagt, hat keine Wunder bewirkt, aber wir haben einen Arbeitsprozess besprochen, der viele Facetten hat und aus dem heraus jetzt weiter gearbeitet werden muss an den Themen Sicherheit, an den Themen politische Umsetzung und und das ist der Fortschritt des heutigen Tages, auch der Erstellung einer sogenannten Roadmap, also einer Sequenzierung der verschiedenen Schritte, die im Minsker Maßnahmenpaket noch nicht so detailliert angelegt waren und über die im Augenblick auch sehr unterschiedliche politische Vorstellungen bestehen. Wir haben sehr ausführlich gesprochen über die Entflechtungszonen und die Voraussetzungen, die geschaffen werden müssen, damit dort die OSZE, die SMM-Mission permanent, das heißt 24 Stunden, 7 Tage lang sich aufhalten kann, damit die Bedingungen dafür erfüllt sind. Da geht es um die Entfernung von Minen, da geht es um einen wirklichen Waffenstillstand, um den Rückzug der Truppen. Und für 3 solche Entflechtungszonen sind wir dort schon erste Schritte gegangen, aber es bleibt dort noch viel zu tun. Es sollen 4 weitere solcher Zonen auch geschaffen werden. Der zweite Punkt, die politischen Fragen, da geht es im Kern immer wieder um das Sonderstatusgesetz und um die Implementierung. Wir haben uns eindeutig zu den Festlegungen von Minsk bekannt und haben dann gesagt, dass die offenen Fragen in die Roadmap mit hineingenommen werden müssen, weil selbst wenn ein Wahlgesetz besteht, selbst wenn die Formel, dass erst ein provisorisches Inkrafttreten da ist und dann ein permanentes Inkrafttreten, wenn ODIHR, die OSZE-Wahlorganisation, bestätigt hat, dass die Wahlen rechtmäßig abgelaufen sind, dann eine schwierige Übergangsphase kommt und diese Übergangsphase muss ausgefüllt werden und das muss im Rahmen der Beratungen über die Roadmap auch erreicht werden. Wir haben dann über humanitäre Maßnahmen gesprochen, die aus meiner Sicht sehr wichtig sind, weil die Menschen in den Gebieten um Donetsk und Lugansk sehr leiden und da geht es um Gefangenenentlassung, Zugang des Internationalen Roten Kreuzes zu den Gebieten, um ganz praktische Maßnahmen, auch Fußgängerübergänge von der Ukraine bis hinein in die von den Separatisten besetzten Gebiete und insbesondere auch um die Wasserversorgung in Lugansk, die in einem sehr fragilen Zustand ist. Wir haben jetzt verabredet, dass gerade die Arbeiten über die Roadmap binnen des nächsten Monats von den Außenministern und den Beratern weitergeführt werden, intensiviert werden. Fazit: Es ist dringend notwendig, immer wieder solche Treffen zu machen, um das Momentum nicht vollkommen zu verlieren und an dem Prozess weiterzuarbeiten. Es ist ein dickes Brett, was wir zu bohren haben. Aber Frankreich und Deutschland stehen weiter bereit, diesen Prozess zu begleiten, weil wir glauben, dass Minsk die Grundlage ist, die wir haben, die einzige Grundlage, um hier aus einem Zustand der täglichen Waffenstillstandsverletzungen herauszukommen, doch endlich in einen stabileren Zustand, auch wenn das schwierig ist, aber es ist nach meiner Meinung aller Mühe wert. Wir haben dann im Anschluss mit dem russischen Präsidenten in Vertretung der 3 Länder praktisch noch einmal über Syrien gesprochen. Dies war eine sehr klare und auch sehr harte Aussprache. Ich will für mich sagen, dass ich für die Bundesrepublik Deutschland deutlich gemacht habe, dass wir klare völkerrechtliche Gegebenheiten haben, die auch Kriegsverbrechen definieren und die Bombardierungen, die dort stattfinden, sind unmenschlich. Sie sind für die Bevölkerung ein grausames Erlebnis und ich persönlich glaube auch nicht,
dass es gelingt, Terroristen von friedlichen Menschen zu separieren, wenn man solche Angriffe permanent fährt und dass auch ein politischer Prozess so nicht entstehen kann. Wir haben dann darüber gesprochen, dass der jetzige Waffenstillstand ein Ausgangspunkt sein muss, um humanitäre Lieferungen in die Gebiete von Aleppo, die völlig abgeschnitten sind, zu ermöglichen. Daran werden die Außenminister auch weiter intensiv arbeiten. Und das zu erreichen wäre wenigstens mal ein erster Schritt, zu dem es ja schon lange nicht gekommen ist. Damit sind wir dann immer noch sehr weit entfernt. Ich denke, dass es richtig war, diese harte Aussprache zu führen, aber es gibt eine russische Verantwortung, eine klare Verantwortung mit der Stellung, die Russland dort in Syrien hat, auch Einfluss auf Assad auszuüben und das Leben der Menschen und auch die Zukunft eines politischen Prozesses im Auge zu behalten. Und darauf haben wir in aller Deutlichkeit hingewiesen. Bien, d'abord, je voudrais remercier Angela Merkel d'avoir à son tour organisé un sommet en format Normandie. Il y a un an, c'était à Paris. Nous avions déjà progressé par rapport à la mise en œuvre des accords de Minsk et il était très important de pouvoir faire l'évaluation du processus depuis donc 12 mois, même si, c'est vrai, au téléphone ou dans les rencontres de nos ministres et de nos conseillers, il y a eu tout un travail pour la mise en œuvre des accords de Minsk ou pour essayer de surmonter les blocages, parce qu'il y a des blocages. Nous avons donc, tout au long d'une partie de la soirée, pu travailler sur une feuille de route qui va être maintenant discutée entre les ministres des 4 pays concernés et qui va permettre de mettre pleinement en œuvre les accords de Minsk avec toutes les étapes. Mais il ne s'agissait pas simplement de définir une feuille de route, qui est d'ailleurs établie dans le respect des accords de Minsk. Il ne s'agit pas de faire autre chose que ce qui est prévu dans les accords de Minsk. Mais il était très important que nous puissions aussi avancer sur un certain nombre de progrès, notamment, comme l'a rappelé Angela, sur les questions sécuritaires, sur les questions humanitaires et sur les questions politiques. Sur les questions sécuritaires, parce que nous devons veiller au respect intégral et immédiat du cessez-le-feu, retirer aussi les armements. Il était aussi important de voir dans quelle partie du territoire de l'Est de l'Ukraine il y avait encore des difficultés. Et nous avions aussi à faire en sorte que, sur les questions de sécurité, nous puissions éviter tout malentendu. Et il y en avait eu, souvenons-nous, cet été. Sur le plan politique, c'est l'organisation des élections à l'est de l'Ukraine qui va occuper nos ministres pendant les prochains jours. Et enfin, sur les questions humanitaires, c'est vrai que ça concerne, par exemple, les détenus qui sont donc privés de liberté, mais ça concerne aussi la population de l'est de l'Ukraine par rapport à l'accès aux services sociaux. Donc, ce sommet au format Normandie, il est le seul cadre dans lequel la question ukrainienne peut être véritablement traitée. C'est en Normandie qu'il y avait eu cette prise de conscience. C'est ensuite à Minsk qu'il y a eu les accords. Et notre responsabilité, Angela et moi-même, à partir de ce que nous portons comme feuille de route, c'est de vouloir appliquer pleinement les accords de Minsk. Il n'aurait pas été possible, sur le plan politique, sur le plan moral, d'avoir une réunion avec Vladimir Poutine sans qu'il y ait l'évocation du sujet syrien, et notamment de la situation à Alep. Ce qui se passe à Alep est véritablement un crime de guerre. Et ce qui se passe à Alep, c'est une fois encore l'image d'une ville martyre. Donc il était très important que nous puissions, une fois encore, une fois de plus, dire que la première des exigences, c'est la cessation des bombardements par le régime et ses soutiens. Parlons clair, par le régime et l'aviation russe. Que cette trêve qui est aujourd'hui de peu d'heures ou de peu de jours
doit être consacrée à l'acheminement de l'aide humanitaire et aussi à tout ce qui peut être l'occasion d'une discussion politique sur l'avenir de la Syrie. La France et l'Allemagne sont, dans des rôles différents, tout à fait prêts à accompagner cette démarche et à faire en sorte que l'aide humanitaire puisse être véritablement acheminée vers Alep. C'est notre devoir, c'est notre responsabilité, nous nous engageons. Mais il ne peut pas y avoir d'aide humanitaire s'il n'y a pas une trêve qui dure. Sinon, personne ne viendra jusqu'à Alep. De la même manière, on ne peut pas prétendre qu'il faudrait, pour que la trêve puisse être prolongée, que la population d'Alep sorte d'Alep. Comment l'admettre? Comment le concevoir? Et où iraient ces hommes, ces femmes et ces enfants? Rejoindre le flot des réfugiés? On ne peut pas non plus confondre les terroristes. Il y en a, sûrement. À quel niveau? 1000, 2000, 3000 à Alep, avec la population d'Alep. Il y a encore plus de 300 000 personnes qui vivent à Alep. Et donc, il ne peut pas être question de bombarder cette ville au prétexte qu'il y aurait des terroristes, alors même que la population d'Alep veut la paix et veut trouver une solution politique. J'ai même reçu cet après-midi ce qu'on appelle les casques blancs. Il y avait également le président du comité local d'Alep. Leur seul message, ce qu'ils nous ont demandé de porter avec Angela ce soir, c'est arrêt des bombardements, c'est accès à l'aide humanitaire et c'est la recherche d'une solution politique. Ils n'ont rien à voir avec les terroristes. Et moi, je ne peux pas tolérer que l'on puisse, au prétexte de lutter contre le terrorisme, et la France y prend sa part. Il prend sa part depuis des années, et pas simplement au Moyen-Orient, bombarder des populations civiles pour, soi-disant, atteindre les terroristes. Et nous avons eu cette explication avec Vladimir Poutine. Je vais prendre un exemple. À Mossoul, en Irak donc, il y a une ville qui est tenue par Daesh. Nous ne bombardons pas la population. Il se peut qu'il puisse y avoir ici ou là des frappes pour détruire les installations militaires de Daesh. Mais nous ne mettons pas sous un tapis de bombes cette ville. Et nous faisons en sorte que la population civile puisse être préservée. C'est d'ailleurs la première condition que nous avons posée, puisque la France est partie prenante, et que demain, je serai avec le ministre des Affaires étrangères français, avec les autres ministres des Affaires étrangères concernés, pour soutenir le gouvernement irakien et les forces irakiennes pour la reprise de Mossoul. Donc nous faisons en sorte qu'il puisse y avoir une protection de la population civile, tout en luttant farouchement et autant qu'il est possible contre le terrorisme représenté par Daesh. Voilà ce qui peut être mis en comparaison. Nous sortons de cet entretien avec l'impression qu'il peut y avoir une prolongation de la trêve, mais c'est d'abord à la Russie et au régime syrien d'en faire la preuve. Et c'est vrai que c'est aussi à tous ceux qui veulent la trêve à Alep d'en garantir la prolongation. Voilà pourquoi cette réunion était très importante et je remercie encore Angela. Parce que si nous sommes engagés depuis déjà plus de 2 ans sur la question ukrainienne, nous voulons aussi participer au règlement des crises. C'est l'Europe. Nous agissons au nom de l'Europe. Je remercie aussi Angela pour les visites qu'elle a pu effectuer en Afrique. La France est intervenue en Afrique, continue de le faire. Mais il est important que des pays européens, et notamment l'Allemagne, puissent également être en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, pour apporter un soutien, pour apporter un développement, pour apporter aussi une formation sur le plan de la sécurité. L'Europe, elle n'est pas simplement un marché, un certain nombre de règles que nous devons poser, c'est aussi une puissance au service de la paix, au service du règlement des conflits. Et je crois que ce soir, nous en avons donné l'image et la preuve. Demain, nous serons au Conseil européen et nous pourrons informer nos partenaires de ce que nous avons fait cette nuit. Merci.
Oui, Hervé Toutain, France Info, une question pour le président Hollande. Vous venez de déclarer que vous aviez l'impression que la trêve pourrait être prolongée à Alep. Est-ce que le président Poutine s'est engagé en ce sens, puisqu'on a appris ce soir que l'armée syrienne se sera engagée à prolonger de 72 heures la trêve? Et seconde question, est-ce que vous pensez que le président Poutine serait prêt maintenant à un discours politique, à envisager un véritable cessez-le-feu? Moi, je ne peux pas parler à sa place, et je m'en garderai bien. Ce que j'ai compris, c'est qu'il était disposé à aller au-delà des 8 heures qui avaient été annoncées. Combien de temps ensuite? Pour nous, aussi longtemps qu'il est possible d'assurer cette trêve. Mais c'est à lui d'en faire la démonstration avec le régime. Sur ensuite le processus lui-même, s'il y a une trêve qui dure, s'il y a une population qui commence à revivre, s'il y a une opposition modérée, et nous la connaissons, qui peut venir à la table des négociations, alors oui, il y aura une étape politique supplémentaire. Mais on ne peut pas préjuger de cette étape tant qu'on n'a pas la trêve durable à Alep et d'une manière générale ensuite en Syrie. Mais notre ennemi demeure Daesh et les groupes extrémistes fondamentalistes. Et de ce point de vue-là, la France, là aussi, montre qu'elle est déterminée pour lutter contre l'État islamique, Daesh, et s'il était nécessaire de le démontrer, nous faisons ce que nous avons à faire en Irak et en Syrie, et notamment à Mossoul en ce moment même. Je rappelle que nous avons notre porte-avions et que nous avons une batterie d'artillerie la batterie d'artillerie étant installée en Irak. Et le porte-avions dans la mer qui permet de faire les frappes nécessaires. Frau Bundeskanzlerin, Herr Präsident, ich möchte mich mit meiner Frage auf die Ukraine konzentrieren. Vielleicht könnten Sie uns mehr über die Roadmap sagen und über die auseinanderliegenden Meinungen, die Sie eben erwähnt haben. Und zwar würde ich speziell auf Pressemeldungen über eine Pressekonferenz des Präsidenten Poroschenko vor wenigen Minuten auch eingehen wollen, der sagt, man habe auch über eine bewaffnete Polizeieinheit der OSZE gesprochen. Diese Idee sei unterstützt worden. Er hat noch vor Beginn dieses Treffens heute gesagt, der politische Prozess könne erst beginnen, wenn die Grenzen der Ukraine unter die Kontrolle zuerst der OSZE und dann des ukrainischen Staates kommen. Hat er auf diesen Positionen heute beharrt oder hat sich die Ukraine hier bewegt? Also das wären die Fragen. Naja, wir haben ja, wenn wir das Minsker Abkommen sehen, sowieso am Ende des gesamten Prozesses den Zugang auch der Ukrainer wieder zu ihrer eigenen Grenze. Und wir haben dazwischen die Zusage, darüber ist heute auch ausführlich gesprochen worden, der freien Bewegungsmöglichkeit der OSZE-Beobachter bis an die Grenze. Das ist auch in einigen Fällen möglich gewesen. Der russische Präsident hat darauf hingewiesen, in einigen Fällen ist es nicht so einfach. Das hat eine Rolle gespielt. Zweitens ist seit längerem die Diskussion, wenn es einmal ein Wahlgesetz gibt und der Wahlprozess vorbereitet wird, dass man dann auch über die OSZE-Mission sprechen kann, die dann auch bewaffnet ist. Das hat aber heute nicht die absolute Dringlichkeit gehabt, denn wir müssen ja erstmal zu einem Wahlgesetz überhaupt kommen. Das heißt, wir haben bei den Sicherheitsfragen vor allen Dingen über die Entflechtungszonen gesprochen. Dort ist ja auch die Frage, wie weit da überhaupt der Waffenstillstand hält. Das ist auch sehr ausführlich diskutiert worden. Und dann ist darüber gesprochen worden, wie man jetzt weitermacht bei dem Wahlgesetz. Und da ist das Thema Roadmap dann aufgerufen worden. Die gute Nachricht ist, dass wir jetzt ein Ausgangsdokument haben, das aber noch viele Unstimmigkeiten hat. Es ist einfach so, dass die Minsker Vereinbarung, das Minsker Maßnahmenpaket, einige Dinge hat, die sehr klar in ihrer Reihenfolge geregelt sind. Und dann gibt es einige
Fragen, die sind in ihrer zeitlichen Einordnung nicht völlig präzise formuliert. Und deshalb ist diese Aufgabe immer wieder, die Sequenzierung der einzelnen Punkte hinzubekommen. Und da ist das elementare Interesse der Ukraine, das verstehe ich auch sehr gut, erst einmal die Sicherheit. Und dann ist auf der anderen Seite das Interesse im Zusammenhang von Russland, dass der politische Prozess trotzdem nicht stockt. Und wir haben hier eigentlich schon einige Schritte und auch viele Beratungen gehabt über etliche Details. Aber wie das dann zum Schluss geordnet werden soll, das muss jetzt von den Außenministern und den Beratern noch vorangetrieben werden. Und das wird sicherlich noch sehr mühselig werden. Also wir haben alle Themen angesprochen. Wir haben auch den festen Willen gesagt, wir wollen diese Roadmap fertigstellen. Aber nach Maßgabe der Dinge ist das noch ein hartes Stück Arbeit. Non, je partage complètement la démarche qui a été établie ce soir. Et il faut respecter les étapes successives de Minsk et ne pas les anticiper, sinon aucune ne pourra véritablement être franchie. Madame la chancelière, Monsieur le Président, bonsoir. Vous avez parlé l'un et l'autre de crimes de guerre en Syrie. Est-ce que l'existence de ces crimes de guerre ne justifie pas aujourd'hui des sanctions de la part de l'Europe? Vous allez tous les deux demain à Bruxelles, il y a un sommet européen. Est-ce que la France et l'Allemagne, sur ce sujet des sanctions, parlent d'une seule voix? Et si oui, quel type de sanctions peuvent être envisagées au regard de ce qui se passe en Syrie? Il y aura une discussion sur la Syrie et sur ce qui s'y produit et sur ces bombardements, même si les informations que nous apporterons pourront être utiles à l'échange. Et des options seront forcément ouvertes par rapport à des individus, des responsables qui se livrent à ce type d'agissement et de crimes. Je ne peux pas préjuger des décisions qui seront prises, mais tout ce qui peut effectivement être de l'ordre de la menace par rapport à ce qui se produit est utile, mais sur les sanctions à l'égard de pays, je crois que la Russie est déjà concernée par les sanctions en Ukraine et ce sera le débat qui viendra sur la Russie, notamment par rapport à la prolongation des sanctions. Ich glaube, man kann sich der Option nicht berauben, aber ich denke, morgen in unserer Diskussion steht im Vordergrund erstmal, wie wir den Menschen helfen können. Wir reden von verbrecherischen Aktivitäten dort, von Vergehen an der Zivilbevölkerung. Und das Hauptaugenmerk muss doch erst einmal darauf gelenkt sein, jetzt den Menschen zu helfen und zu versuchen, alles daran zu setzen, alle Kontakte zu knüpfen, um dem Internationalen Roten Kreuz zum Beispiel zu helfen, mal irgendeinen humanitären Konvoi überhaupt dorthin zu bringen, damit wieder Licht am Tunnel ist und die Radikalisierung der Menschen nicht immer weiter fortschreitet. Und deshalb, glaube ich, werden wir uns morgen erstmal auf diese Dinge konzentrieren und weiter auch, das haben wir heute Abend sehr, sehr deutlich gemacht, deutlich machen, dass Russland eine große Verantwortung hat. Eine Verantwortung, die weit über den heutigen Tag der Bombardierung oder die gestrigen Tage, weil ja heute Waffenstillstand war, hinausgeht. Das wird darüber entscheiden, ob jetzt humanitäre Dinge dort Güter ankommen, ob man in einen politischen Prozess eintreten kann. Und wir wissen, dass nichts rein militärisch zu lösen ist. Und deshalb sind wir natürlich, wie François Hollande auch gesagt hat, natürlich auch der Meinung, dass der Terrorismus bekämpft werden muss. Aber doch nicht um den Preis, dass 300.000 Menschen dort ihr Leben verlieren und dahin vegetieren müssen, ohne alle notwendigen Versorgungen. Und das haben wir heute Abend sehr deutlich gemacht und darüber werden wir morgen auch sprechen. Ich würde gern genau da auch noch mal ansetzen, bei der Frage der harten Aussprache. Ist dabei deutlich geworden, welche militärische Strategie, welche militärische Absicht die Russen verfolgen oder Russland verfolgt bei der Bombardierung von Aleppo? Und die zweite Frage, Sie haben beide jetzt gesagt, Verbrecherisches, was dort passiert, Kriegsverbrechen, haben Sie gesagt, Herr Präsident. Haben Sie das im direkten Gespräch mit dem russischen Präsidenten auch angesprochen? Und welche Wirkung hat das gezeigt bei ihm? Bewirkt es überhaupt irgendetwas?
man kann sicherlich in einer solchen Unterredung nicht sofort die Wirkungen sehen. Für uns ist erstmal wichtig, dass wir unsere Haltung deutlich gemacht haben. Was ist die Strategie? Wir haben deutlich gemacht, dass wir die Sinnhaftigkeit dieser Strategie überhaupt nicht erkennen können. Wie will man einen Friedensprozess aufbauen, auch einen politischen Prozess, selbst wenn man unterschiedlicher Meinung über die politischen Lösungen zum Schluss ist, wenn so ein Angriff auf die Zivilbevölkerung passiert. Und wir sind ja nun wirklich auch Länder, die den Terrorismus entschieden bekämpfen. Aber die Terrorismusbekämpfung rechtfertigt nicht, dass man sich um das Schicksal von 300.000 Menschen dann überhaupt nicht mehr kümmert. Und deshalb eben unsere Ansätze und auch da konstruktiv zu überlegen, was können wir beitragen, wie bekommen wir jetzt erstmal humanitäre Hilfe dorthin. Nous nous sommes dit les choses, parce que dans ce type de rencontre, mieux vaut être franc et direct, même si nous cherchons le dialogue. Parce que ce que nous voulons, c'est trouver des voies de sortie, des solutions. Ce n'est pas simplement pour échanger avec véhémence nos arguments. Donc ce qui nous importait le plus, au-delà de la caractérisation de ce qui se passe à Alep, c'est-à-dire des bombardements qui n'ont cessé de se produire et qui ont frappé la population civile, bien davantage que les terroristes, ce que nous voulions, c'est qu'il puisse y avoir une pression suffisante pour que la trêve puisse être prolongée autant que nécessaire. Mais nous ne sommes pas encore sûrs de ce que les prochains jours vont produire, parce que cette trêve ne peut pas être de quelques heures. Une trêve de quelques heures, ça n'a pas de sens, parce que ce qu'il faut, c'est acheminer de l'aide humanitaire. Et ce qu'il faut aussi, c'est qu'un certain nombre de groupes puissent quitter Alep et être écartés. De ce point de vue, nous admettons parfaitement qu'il y a Al-Nosra qui se situe autour d'Alep ou peut-être même à l'intérieur d'Alep, pas forcément en nombre conséquent. Mais on ne peut pas confondre l'opposition avec Al-Nosra, comme il est quelquefois tentant de le faire du côté du régime et du côté russe. Non. Il y a une distinction. Alors, pour cela, nous pouvons travailler justement pour bien séparer les groupes terroristes des groupes qui sont modérés et qui veulent véritablement une issue politique. Mais le point majeur, c'est que la population d'Alep, d'ailleurs de quelques quartiers qu'elle appartienne, cette population d'Alep ne peut plus vivre dans des conditions qui sont insupportables. Les témoignages qui m'ont été donnés encore aujourd'hui, c'est que l'activité maintenant, la seule possible, elle est souterraine. C'est qu'il y a des hôpitaux qui, ayant été détruits à la surface, se sont, si je puis dire, reconstitués en sous-sol. Et que néanmoins, le régime et ses soutiens ont été capables d'envoyer des bombes perforantes pour creuser les dalles et pour atteindre cet hôpital souterrain. Comment peut-on, selon une formule, comment peut-on admettre que des hommes ou des femmes vivent ainsi? C'est ça que nous devons aujourd'hui dire pour que des solutions puissent être trouvées. Et dans la rencontre que nous voulions avoir, je réponds à votre question, Madame, avec Vladimir Poutine, c'est à la fois pour dire ce qu'était notre position forte et notre émotion grande et notre détermination immense, et notre pression que nous devions exercer, mais aussi pour que nous puissions trouver un début de solution qui ne pourra être véritablement confirmé que dans les réunions qui vont se tenir dans les jours prochains. Mais si déjà la trêve est prolongée, et si ce n'est pas factice, alors c'est un premier pas timide. Mais ce qui compte, c'est d'avoir plusieurs pas pour arriver à être sur le bon chemin. Merci. Dankeschön.